Alors aujourd'hui, on va parler d'un monument, un véritable pilier de l'informatique, le langage C. C'est un peu la boîte à outils originelle, celle qui a servi à construire presque tout le reste. Pensez-y, sans le C, la plupart de nos systèmes d'exploitation, de nos navigateurs, ils n'existeraient tout simplement pas. Allez, on va plonger ensemble dans les secrets de ce géant. Ce qu'il y a de fascinant avec le C, c'est qu'il n'est pas mieux d'une théorie abstraite, dans un labo. Pas du tout. Il a été forgé sur le terrain, dans les tranchées du développement, on peut le dire. Pourquoi ? Par pure nécessité. L'objectif, c'était pas de faire de la recherche, c'était de construire un truc énorme, le système d'exploitation Unix. C'est donc un outil qui a été créé pour un travail de titan. Et ça, cette philosophie hyper pragmatique, c'est resté dans son ADN jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre ce langage, il faut commencer par les bases, un peu comme un artisan qui apprend à connaître ses outils. Il faut maîtriser sa grammaire, ses règles. C'est ça qui va nous permettre de donner des ordres très précis à la machine, sans aucune ambiguïté possible. Et la toute première règle, c'est de savoir où tout commence. Peu importe la taille ou la complexité d'un programme en C, il y a toujours un seul et unique point de départ. C'est une fonction qui s'appelle main. Pensez-y comme la porte d'entrée, ou mieux, le bouton on de n'importe quelle application. Tout part de là. Ensuite, avec le C, il n'y a pas de place pour le flou. On doit être super précis. Avant même d'utiliser une donnée, il faut dire à la machine exactement ce que c'est. C'est ce qu'on appelle son type. Est-ce que c'est un nombre entier, un int, un nombre à virgule, un float, ou alors juste une lettre, un char? En gros, chaque type de donnée a sa propre petite boîte bien étiquetée. Et bien sûr, comme n'importe quelle langue, le C a sa propre ponctuation, sa propre syntaxe. Par exemple, chaque instruction, chaque ordre qu'on donne doit se terminer par un point-virgule. C'est non négociable. Les accolades, elles, servent à regrouper des idées, un peu comme des paragraphes dans un texte. On peut aussi laisser des commentaires, des sortes de post-it pour expliquer ce que fait le code. Et enfin, il y a des mots-clés comme if, else, for. Ce sont eux les verbes d'action qui vont donner toute sa logique au programme. Bon, tout ça, c'est la grammaire de base. Mais la vraie magie du C, ce qui le rend si spécial, si puissant et aussi si dangereux, ce n'est pas vraiment ça. Non, son vrai super-pouvoir, c'est sa capacité à parler directement à la mémoire de l'ordinateur, sans aucun intermédiaire. Et c'est là que tout se joue. Regardez, prenons un exemple très courant. Cette ligne de code, scanf, elle sert à lire une info qu'on tape au clavier. Mais il y a un petit détail crucial, ce symbole, le end, l'esperluette. Il a l'air de rien comme ça, mais en réalité, c'est la clé de tout ce qu'on vient de dire sur le super-pouvoir du C. Alors qu'est-ce qu'il fait exactement ? Eh bien voilà toute la différence. D'un côté, on a x, la variable. Elle contient la valeur, disons le nombre 3.14. Mais de l'autre, on a ex. Et ça ne représente pas la valeur, mais l'adresse en mémoire. C'est l'endroit physique, dans les circuits de l'ordinateur, où ce 3.14 est stocké. Le C nous donne donc le pouvoir de jouer avec le contenu, le quoi, mais aussi avec le contenant, le où. Et l'outil qui permet de faire ça, c'est le fameux pointeur. Un pointeur, c'est une variable un peu spéciale. Au lieu de contenir une donnée, elle contient une adresse. C'est comme si elle ne contenait pas le trésor, mais la carte pour le trouver. Et grâce à ça, le C est incroyablement rapide. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de copier et déplacer des données lourdes, il se contente de passer des petites adresses, il va directement à la source. C'est ça le secret de son efficacité légendaire. Mais, il y a un mais, et il est de taille. Ce pouvoir immense a un prix. En fait, le C donne littéralement les clés de la machine au programmeur. Il lui fait une confiance aveugle. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucun filet de sécurité. Zéro. Une petite erreur, un end au mauvais endroit, et on peut écraser n'importe quoi, n'importe où dans la mémoire de l'ordinateur. C'est une puissance totale qui vient avec une responsabilité et un risque tout aussi total. Ok, donc on a vu les briques de base, la grammaire, la mémoire. Mais comment on assemble tout ça pour construire un vrai programme qui fonctionne ? Comment on passe d'un simple fichier de code à une application ? Eh bien, on sait, c'est tout un processus. C'est comme une chaîne de montage, avec plusieurs étapes bien précises pour transformer notre code en quelque chose que la machine peut comprendre. Déjà, il faut savoir qu'on n'écrit jamais un programme en C d'un seul bloc. Non, on le découpe en petits modules, des morceaux de code qu'on appelle des fonctions. Chaque fonction, c'est un peu comme une brique de Lego. Elle est autonome et elle a un but bien précis. Et pour construire un programme complexe, qu'est-ce qu'on fait ? On assemble les bonnes briques, les bonnes fonctions, les unes avec les autres. Et la toute première étape de cette chaîne de montage, c'est ce qu'on appelle le préprocesseur. Quand on écrit une ligne comme #include au début de notre fichier, on est en train de lui donner un ordre. C'est comme si on disait « Ok, avant de commencer, va me chercher telle ou telle boîte à outils dans la bibliothèque standard et prépare-la ». Le préprocesseur, son job, c'est de rassembler toutes les pièces du puzzle avant même que la vraie construction ne démarre. Et voilà la chaîne de montage au complet. Ça se passe en 4 temps.
D'abord, on écrit notre code source, le plan de construction lisible par un humain. Ensuite, le préprocesseur passe et ajoute toutes les bibliothèques demandées. Troisième étape, le compilateur. Lui, il prend tout ça et le traduit en langage machine, des instructions que le processeur peut comprendre. Et enfin, dernière étape, l'éditeur de liens assemble tous les morceaux, le code machine et celui des bibliothèques pour créer le fichier final, le programme exécutable, notre application. Quand on y pense, le C a été créé il y a plus de 50 ans. On pourrait croire que c'est une antiquité, une relique bonne pour le musée, mais pas du tout. En fait, c'est tout le contraire. Le C, c'est la fondation, le socle sur lequel repose une énorme partie de la technologie qu'on utilise tous les jours. Son héritage, il est absolument partout. Son histoire est assez incroyable. Il naît en 1972 pour une seule mission, construire Unix. Quelques années plus tard, un livre, The C Programming Language, le transforme en standard mondial. Dans les années 80, il inspire directement la création du C++, un autre géant. Et aujourd'hui, son ADN est partout, dans des technologies qu'on n'imagine même pas. Alors concrètement, où est-ce qu'on le trouve aujourd'hui, ce fameux langage C? Eh bien, il est un peu partout, mais bien caché. Il est au cœur de quasiment tous les systèmes d'exploitation, Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Il est dans les systèmes embarqués de nos voitures, de nos appareils électroménagers. C'est même lui qui fait tourner en coulisses des langages comme Python ou PHP. En gros, dès qu'on a besoin de vitesse et de contrôle total sur la machine, pour les jeux vidéo par exemple, il y a de grandes chances que le C ne soit pas loin. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question essentielle. Aujourd'hui, on a plein de langages plus modernes, plus sûrs, qui mettent des garde-fous partout pour nous protéger de nos propres erreurs. Alors, est-ce que la philosophie du C, cette puissance brute, ce contrôle manuel, cette confiance totale faite aux programmeurs, est-ce que tout ça a encore sa place? Est-ce que ça vaut encore le risque? Le choix entre la liberté totale de construire et le risque permanent de tout casser. C'est peut-être ça le dilemme au cœur